1-2, 1-2, dans la partie précédente. J'ai longtemps voulu être maîtresse, je sais qu'à un moment j'ai voulu être prof de maths, voilà, donc ce côté formation, pédagogie, qui est aujourd'hui ce que je fais, tu vois, ça trouve ses racines là-dedans. Et une anecdote assez rigolote, c'est qu'il y a eu un moment, j'ai voulu devenir religieuse. J'étais sur la route toute la sainte journée. Moi, je suis l'archétype du mec qui était sur l'autoroute, quoi. J'en peux plus! Cultivez et revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. Mais je peux pas! Laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, quoi. J'y vais, mais j'ai peur! Parfois, on reçoit autre chose que ce qu'on attendait. La vie est pleine de surprises. Le droit à l'errance, il est vital et ce monde est en train aussi de nous le tuer. Échange billet! Putain de merde! Bonjour, vous écoutez Bifurqué, des histoires qui valent le détour. Une série d'entretiens réalisés par les Pandarous, petits médias qui prouvent que d'autres histoires sont possibles. Épisode 1, Amandine, doucement mais sûrement. J'avais une grand-mère vietnamienne, la maman de ma maman, dont j'étais très proche. Elle était très présente. C'était un peu comme une deuxième maman. Il y a une partie du temps où ma maman était moins disponible et où elle a vécu chez nous. Elle s'est beaucoup occupée de ma sœur et moi. Et on était très proches. Et c'était une femme qui était très portée par la religion catholique. Et donc, j'allais à la messe avec elle. Et j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup le catéchisme, etc. Je m'étais abonnée, je ne sais plus comment ça s'appelait, il y avait une revue religieuse à l'époque. Enfin, j'étais abonnée, je connaissais tous les trucs de la Bible, j'adorais Mère Teresa. Enfin, vraiment, et il y a un moment, je me suis dit, je vais devenir religieuse. Alors maintenant, quand j'y repense, ça me fait vraiment rire parce que je me suis très fortement détournée de la religion. Quand j'ai compris, en fait, j'ai été très, très déçue. En fait, je pensais que toutes les personnes qui étaient pratiquantes étaient comme ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'était quasiment une sainte, en fait. C'était quelqu'un, enfin vraiment, je l'aimais beaucoup. Mais c'était quelqu'un qui vivait en cohérence vraiment avec les valeurs de l'Église catholique et qui mettait vraiment ces préceptes-là en pratique dans sa vie de tous les jours. Et en fait, quand j'ai commencé à grandir, à aller au catéchisme, à côtoyer d'autres personnes très pratiquantes, je me suis rendu compte que ces personnes-là, elles ne faisaient pas toujours ce qu'elles disaient, ce qu'elles prônaient dans les cours de catéchisme, qu'elles ne vivaient pas, qu'elles pouvaient prôner le partage, etc. à l'église. Et à côté de ça, il n'y avait pas plus radin et égoïste ou intolérant. Et j'ai été très choquée par ce décalage. Et ça m'a dégoûtée de la religion aux grandes dames de ma grand-mère. Donc ce passage de vouloir devenir religieuse n'a finalement pas dû durer très très longtemps. Mais voilà, ce manque de cohérence. Mais je pense qu'il y a derrière ça, il y avait cette volonté en fait d'aider l'autre. Enfin, je trouvais vraiment le personnage. Je parlais de Mère Teresa, mais elle avait tout sacrifié pour aider les autres, et je trouvais ça très beau. Et ma grand-mère vraiment vivait selon ces préceptes-là, et donc j'ai été vraiment éduquée moi avec ces valeurs de partage, d'aider l'autre, Et c'est pour ça que ça devait faire sens à un moment pour moi de me dire que j'allais trouver un métier là-dedans. Mais c'est vrai que ça a toujours tourné autour d'une certaine volonté de transmettre, d'aider l'autre. Même le journalisme, je pense que c'était encore une fois cette volonté de transmission, de bien informer les gens, de dire la vérité sur certains sujets. Il y a toutes ces choses-là. Il y a un moment aussi, je voulais être traductrice, parce que j'aimais beaucoup les langues étrangères. Et du coup, il y avait cette volonté de me relier aussi aux autres, une grosse curiosité pour les personnes étrangères, les pays dont elles pouvaient venir. Donc c'est un peu ça qui m'a animée. Et finalement, quand je relis mes choix de vie professionnelle, on va dire, peut-être les plus récents, je trouve finalement pas mal de cohérence. J'arrive à... même si c'est pas exactement la même chose, mais ce qui m'animait, en tout cas, finalement, ne m'a jamais quittée. Et aujourd'hui, je suis contente d'être fidèle, justement, à mon enfant intérieur et à la petite Amandine dans ce que je fais. C'est incroyable, du coup, qu'aujourd'hui, donc on répète ton âge pas trop fort. Encore que, est-ce qu'on a un problème avec l'âge? Non, je l'assume totalement, il n'y a pas de problème.
Ouais, on n'a pas de problème avec l'âge. Tu vois, j'ai des réflexes du vieux monde parfois. Ah, mais ça nous arrive toutes et tous, t'inquiète pas. Et donc aujourd'hui, tu es reconnecté avec la petite Amandine que tu étais. Donc j'ai noté des mots, la création, le journalisme, la curiosité, l'envie d'aider l'autre, l'attachement à la justice, à la vérité. Sauf qu'entre la petite Amandine et l'Amandine d'aujourd'hui et d'il y a quelques années, il y a eu une vie professionnelle, j'imagine, il y a eu des études, on n'en a pas encore parlé. Du coup, t'as fait des études de journalisme ? Pas du tout. Je sais pas, je saurais pas dire ce qui m'a fait lâcher le journalisme. C'est bizarre, j'ai essayé de me remémorer ça. Je sais pas ce qui m'a fait lâcher ça. À un moment, ça a pu être le cas. En fait, moi, ce qui a drivé mes choix... alors, j'étais une bonne élève, donc j'avais la chance d'avoir le choix dans ce que je voulais faire. Enfin, j'aurais pas pu faire un métier manuel parce que pour le coup j'étais nulle dedans, donc tu vois, ça aussi c'est des réflexes de l'ancien monde de dire bonne élève, oui, enfin selon les critères actuels, qui est quelque chose de très intellectuel. Il y a 9 types d'intelligence, je sais plus exactement à quoi ça correspond, mais en tout cas selon le type d'intelligence qui est valorisé dans le système, je répondais bien à ces critères là, on va dire. Et donc j'avais le choix dans mes études supérieures. J'avais eu mon bac avec mention très bien, donc vraiment j'avais pas de soucis là-dessus. Et moi, ce qui m'a drivé dans mes choix, alors malheureusement, mais bon, c'est comme ça, on va dire, ça a été que je venais d'un milieu quand même assez modeste. Et moi, j'ai longtemps entendu mes parents, et notamment ma mère, souffrir de ça, souffrir du manque d'argent. Je vois encore mon père faire les calculs de fin de mois et dire non mais là cet achat là c'est pas possible, tu peux pas le faire, ça va pas passer, enfin des choses comme ça qui m'ont imprégnée. Et comme je pense que ma mère en souffrait et le verbalisait, moi j'ai grandi avec ces choses là, et je me suis fait une promesse petite que je ne voulais pas me retrouver dans la même situation que mes parents. Et donc du coup je me suis dit, ok, qui est-ce qu'il y a dans mes modèles autour de moi, de personnes qui ne semblent pas avoir ces problèmes-là. Et j'avais une de mes tantes, la demi-sœur de ma mère, qui elle, travaillait dans la banque sur Paris, et qui, avait une vie très bourgeoise. Et je voyais bien... je sais pas si c'était de l'envie, parce que ma mère, c'est pas du tout le genre à être jalouse, mais en tout cas... je pense qu'elle appréciait le confort que pouvait avoir probablement ma tante, et ce que l'argent lui permettait de s'offrir et peut-être d'offrir... Alors, à l'époque, elle n'avait pas d'enfant, mais en tout cas, le confort que ça pouvait lui procurer. Et donc, tout bêtement, moi, je me suis dit, ok, je vais faire de la finance, quoi. Donc, tu vois, bac éco. Après, je suis allée je suis rentrée en prépa. Mais là, la prépa, ça m'a pas du tout convenu. Vraiment, le mode très... Moi, je marche plus à la carotte qu'au bâton, tu vois, le truc. On te fouette, machin, ça marche pas du tout sur moi. Donc, j'ai dû faire 10 jours de prépa, puis je suis partie. Donc, après, j'ai été en filière en DUG Sciences Éco. Et après, je suis rentrée dans ce qu'on appelle un IUP, donc un institut universitaire professionnalisé, parce que je voulais assez vite travailler, parce que mes parents n'avaient pas forcément les moyens de financer mes études, donc il fallait que je sois autonome financièrement. Donc j'arrivais à vivre en partie avec les bourses et tout, mais c'était pas suffisant, donc il fallait que j'ai soit des petits jobs à côté, et donc c'est pour ça qu'assez vite j'ai voulu me professionnaliser. Et donc là, je me suis spécialisée en banque, finance, assurance, tu vois, et j'ai fini avec un master d'audit à l'IAE d'Aix-en-Provence. Et voilà, et j'ai démarré ma carrière en audit interne dans une grosse boîte de chimie. Avec entre-temps une première expérience professionnelle. Alors, mon master d'audit, je l'ai fait en alternance, toujours avec cette logique de vouloir gagner ma vie pour pouvoir être autonome et subvenir à mes besoins et financer mes études. Et donc là, à l'époque, je l'avais fait pour un organisme de crédit à la consommation qui s'appelle Sofinco. Rien de spécial, ça m'a pas trop plu comme structure, mais pas pour des raisons éthiques à l'époque, même si ça me dérangeait un peu, surtout que ma mère à un moment avait eu des petits soucis avec ce genre de structure, donc je sais pas, je comprends pas que ça m'ait pas interpellée, mais bon bref, écoute, je pense que j'occultais un peu tout ça. Et
En fait, moi, ce qui me dérangeait dans la partie banque, parce qu'à la base, j'avais vraiment fait spécialisation en banque, c'était le manque de concret, en fait. Je me disais, c'est des chiffres qui parlent de chiffres. Enfin, vraiment, il n'y avait rien de concret. Et donc, moi, je me suis dit, non, mais moi, j'ai envie de voir des vraies choses tangibles. Voilà, j'avais besoin de matérialité. Et donc, j'avais envie de travailler dans l'industrie, en fait, à la sortie de mes études. Et surtout, moi, si j'avais fait de l'audit interne, c'est parce que j'étais animée toujours par cette envie de découvrir le monde, me frotter à d'autres cultures. Et l'audit interne, en fait, si tu intègres un grand groupe, eh ben, ça te donne les moyens de voyager. Et moi, je voulais vraiment voyager à cette époque-là. Ça avait commencé pendant mes études. Moi, je suis vraiment la génération Ryanair. J'y pensais hier, je ne sais plus pourquoi. Mais je suis vraiment de cette génération-là qui a vu apparaître, en fait, ça a démarré pour moi quand j'étais justement en Allemagne dans le cadre de mon Erasmus, où j'ai vu ces billets apparaître, où pour quelques euros, je pouvais aller voir mes potes qui étaient en Erasmus ailleurs. Et donc, je suis allée voir une de mes meilleures amies en Angleterre, par exemple. Et ça m'a vraiment donné le goût du voyage, qui avait commencé même un peu plus tôt parce que mon père était douanier et avec les douanes, on avait des super colos de vacances et quand tu étais ado, tu pouvais partir à l'étranger. Donc j'étais déjà partie en Irlande, j'étais déjà partie en Grèce et en Italie, j'étais déjà partie au Canada et aux États-Unis et j'avais vraiment ce goût de voyager, de découvrir le monde, de me frotter à d'autres cultures. Et donc moi, mon objectif, une fois le diplôme en poche, c'était vraiment d'avoir un job qui allait me permettre de voyager. Et ça m'a été offert par une société qui s'appelait Rhodia à l'époque, qui était dans l'industrie chimique. Aujourd'hui, c'est devenu le groupe Solvay, mais qui a depuis rééclaté. Enfin bref, c'est des trucs qui n'arrêtent pas de fusionner, défusionner, enfin bref. Mais voilà, donc industrie chimique, groupe Rhodia. Et donc je suis rentrée dans l'équipe d'audit interne. À l'époque, j'étais hyper fière d'avoir ce job parce que la plupart de mes collègues sortaient de grandes écoles. Notamment les grandes écoles parisiennes, type SCP, voilà. Et donc j'étais très contente et honnêtement, ça a été, si j'occulte complètement le bilan carbone catastrophique que j'avais à l'époque, je l'ai recalculé a posteriori, c'est vraiment c'est vraiment assez affligeant. Mais si j'occulte cette dimension-là écologique, c'est un des jobs que j'ai le plus que j'ai préféré en fait dans toute ma vie d'avant. Vraiment, j'ai adoré cette époque. Pour quelle raison ? On était déjà, c'était une équipe assez jeune. On était, bien sûr, quand tu dois voyager, en fait, j'étais 1 mois sur 2 pas chez moi. Tu fais pas ça quand t'as 35 ans et des enfants. Enfin, t'en as qui le font, mais franchement, généralement, ça se passe pas bien. Donc, nous, on était tous, aux alentours de 25 ans, quoi, tu vois. Les plus vieux, ils avaient même pas 30 ans, quoi. Très bonne ambiance. Une bonne ambiance d'entreprise, ça, c'est quelque chose... j'ai pu énormément, et je suis très critique aujourd'hui vis-à-vis des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, mais on va dire plutôt du point de vue activité. Mais par contre, humainement parlant, moi, j'ai toujours eu des bonnes relations avec mes collègues. Je trouve que le milieu de l'industrie, c'est pas... Alors, ça va être très cliché, ce que je dis, parce que je n'y ai jamais travaillé, mais je sais pas, tu vois, par exemple, le secteur de la mode, où tu sais, il y a un peu un truc du paraître, etc. Les relations au milieu industriel, elles sont assez brutes de décoffrage, quoi, tu vois. Moi, j'allais faire des inventaires dans des lieux de stockage avec des ouvriers. Enfin, c'est assez brut de pomme. Alors, un peu sexiste, mais le sexisme paternaliste, donc t'arrives un peu à le gérer quand même. Et donc, une bonne ambiance de travail. Je m'entendais très bien avec mes collègues. Alors, petite info croustillante, j'ai rencontré mon conjoint là-bas aussi, qui était mon collègue à l'époque. Et puis le côté, bien entendu, voyage, découverte de nouvelles cultures. Enfin, j'ai voyagé sur les 4 continents, ce qui explique l'empreinte carbone désastreuse. Et aussi le côté, j'apprenais toujours des choses, parce que quand tu fais de l'audit, t'es obligé de rentrer dans la façon de fonctionner d'un site, d'une usine que tu vas auditer, donc bien comprendre les processus, la façon dont on travaille. Et ça me nourrissait beaucoup, ce besoin d'apprendre. Et je pense que c'est quelque chose aussi, on en parlait tout à l'heure, mais ça m'a jamais lâché, ce côté un peu... je disais ça, bon élève, mais c'est vraiment l'envie de se nourrir et de jamais rester dans sa zone de confort et d'apprendre des trucs tout le temps nouveaux. Donc moi, j'étais vraiment stimulée sur... dans toutes les dimensions qui me parlaient à l'époque. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette période-là de ma vie. Je note que tu as travaillé pour l'axe du mal, comme le dit avec un peu tout à fait d'humour Hélène. J'étais du côté obscur de la force. Ah oui, non, mais complètement.
Complètement. J'ai rencontré ma copine il y a 15 ans au McDo. Je crois que c'est la première fois que je l'ai dit. Ah, c'est très bon ça. Et du coup, il y a un moment, tu mènes une vie de confort, de voyage, d'apprentissage, donc un peu tout ce que tu recherches à l'époque. Et quand même, aujourd'hui, je te retrouve. Tu es Amandine, pour moi, de savoir précieux, de liens précieux, et on va reparler de ces activités-là. Qu'est-ce qui a créé comme ça le déclic qui a ouvert à la bifurcation? Tu l'as dit, c'est de l'écoparentalité, enfin pas l'écoparentalité, c'est la parentalité. Est-ce que c'est seulement ça? Est-ce que c'est ça plus un contexte? Quand est-ce que ça surgit, ces questions qui te troublent au point que tu te dis bon, le confort c'est pas tout, il faut que je sois dans une activité plus en phase avec mes valeurs, avec l'Amandine petite? Alors moi, je pense que j'ai une prise de conscience qui a été très longue. Il y a eu plein de petites choses qui sont venues se distiller. À suivre.